Archie-quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent le monde de demain pour montrer les infinies possibilités que permettent les études d'architecture. Architecte de formation, diplômée de l'ENSA Bretagne, Maryse Quinton est journaliste et autrice depuis 2001. Elle exerce en freelance et écrit pour différentes revues françaises et étrangères, en presse spécialisée mais aussi grand public, autour des questions d'architecture, d'urbanisme et de design. Alors bonjour Maryse, quel est votre métier ? Je suis journaliste spécialisée dans le domaine de l'architecture. Comment définissez-vous votre pratique de l'architecture ? Alors ma pratique de l'architecture, elle est un peu différente de la manière dont on l'envisage communément, c'est-à-dire que j'ai un diplôme d'architecte DPLG, mais je ne fais pas du tout de maîtrise d'œuvre. Ma manière de pratiquer l'architecture, c'est d'aller à la rencontre des architectes, d'aller à la rencontre de la production architecturale, de visiter des bâtiments, de visiter des expositions, d'échanger avec ceux qui font l'architecture aujourd'hui et d'essayer de transmettre toutes ces informations par différents supports, la presse écrite ou les livres. Quel profil se dessine derrière votre pratique donc, de l'architecture ? Mon profil personnel, au lycée, j'étais attirée à peu près par toutes les matières, pas spécialement les sciences plus que la littérature ou plus que les sciences humaines. Et j'ai trouvé dans les études de l'architecture une manière de réunir un peu toutes les disciplines sans faire de choix, en les mixant et en tissant des liens entre les différentes disciplines. Quelle étudiante étiez-vous donc ? J'étais une étudiante ravie d'être là parce que je trouve que les études d'architecture c'est vraiment extrêmement enrichissant, passionnant, protéiforme et surtout qui mène à de nombreux métiers. Donc j'étais plutôt une étudiante contente d'être là, donc investie parce que quand on fait les choses avec plaisir c'est toujours plus facile. Mais très consciente que je ne deviendrai pas architecte derrière un ordinateur à dessiner sur AutoCAD. Vous l'avez su assez rapidement ? Je l'ai su assez rapidement, puisque même alors ça a changé parce que c'était avant le LMD, mais c'est en quatrième année on avait la possibilité de partir en tout cas de faire un DEA. J'étais assez tentée de partir à faire un DESS en maîtrise d'ouvrage. Et finalement, j'ai été conseillée plutôt judicieusement. Il fallait plutôt que je passe mon diplôme, quitte à faire autre chose après. Mais c'est vrai que je suis allée jusqu'au bout. Mais j'ai très vite su que je prendrais des chemins de traverse. Quel a été ensuite votre parcours ? Quels obstacles avez-vous pu rencontrer sur ce parcours ? J'ai plutôt été chanceuse. J'ai fait un stage à l'issue de mon diplôme. C'était en 2001, à cette époque-là, il fallait faire 4 mois de stage pour valider le diplôme. La plupart des gens le faisaient en agence, dans les agences d'architecture. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire au sein de la rédaction AMC, puisque j'ai passé mon diplôme avec Jacques Ferrier, qui connaissait bien le rédacteur en chef d'AMC, donc ça a été un concours de circonstances plutôt heureux. Et donc j'ai eu la possibilité de faire mon stage de 4 mois au sein de la rédaction AMC. Ça n'a pas été simple parce que l'école n'était pas trop d'accord pour valider un stage un peu hors circuit comme ça, mais j'ai réussi à les convaincre que c'était ça que je voulais faire. Et à l'issue de ces 4 mois de stage chez AMC, où j'ai eu la grande chance de rencontrer un rédacteur en chef qui s'appelle Jean-François Drevon, qui était le rédacteur en chef à l'époque, qui m'a fait confiance très vite et qui m'a permis d'écrire très très vite. J'ai pu passer ensuite encore 6 mois de plus là-bas sur un remplacement de congé maternité. Et en 10 mois, 10-11 mois, en tout cas, j'ai vraiment acquis la conviction que c'est ça que je voulais faire. Et j'ai ensuite continué à écrire en freelance, beaucoup pour AMC et puis pour d'autres projets en parallèle. Donc j'ai pas rencontré beaucoup d'obstacles dans le sens où j'ai plutôt eu assez rapidement du travail et puis la chance de pouvoir écrire dans différents supports, de faire des expositions, de participer à des livres. J'ai vraiment eu cette chance d'avoir peu d'obstacles. Mais j'étais extrêmement déterminée et ça aide à surmonter les obstacles. Oui, on l'a vu avec la question du stage que vous avez pu valider alors que ce n'était pas forcément évident. Comment s'articule votre métier et vos passions ? Elles ne font qu'une, puisque alors j'ai d'autres passions que l'architecture, mais c'est vrai que
Si j'étais sûre, à peu près certaine de ne pas vouloir être architecte au sens classique du terme, l'architecture restait quand même ma passion première. Donc il était hors de question d'exercer un métier qui soit trop éloigné de l'architecture. Et une de mes passions, c'est aussi d'écrire. Et être journaliste et écrire sur l'architecture, pour moi, c'est difficile de réunir mieux mes deux passions. Comment est arrivée l'écriture dans votre vie? Alors, elle est arrivée de manière complètement spontanée. J'avais plutôt des facilités à écrire. On a tous plus ou moins des accointances avec certaines matières quand on est dès l'enfance finalement. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit. Et ça s'est fait assez naturellement. Quand je suis arrivée j'ai toujours écrit pendant mes études. J'ai souvent été félicitée sur mes mémoires d'un point de vue de la rédaction. J'étais toujours beaucoup plus à l'aise à écrire un mémoire que de dessiner un projet. Donc j'avais vraiment cette facilité-là. Enfin, en tout cas, j'ai pu la mettre à contribution assez vite quand je suis arrivée en stage chez AMC, où on m'a fait faire des essais entre guillemets, et puis ça s'est bien passé, c'était convaincant pour eux. Donc c'est un peu naturel l'écriture dans mon parcours, comme d'autres vont être plus à l'aise avec la physique, les maths ou je ne sais quoi. Et ensuite, donc, après des mois de crise sanitaire, selon vous, quelle est la place de l'architecture et son rôle aujourd'hui par rapport au monde de demain? Je pense qu'elle est plus que jamais d'actualité, puisque lors de cette crise sanitaire, on a tous, quel que soit l'endroit où on vit, on a tous été confrontés à notre logement de manière brutale, frontale et inédite, puisqu'on s'est retrouvés à peu près tous bloqués 2 mois entre 4 murs. Donc je pense qu'elle a une place encore plus cruciale qu'avant, dans le sens où celles et ceux qui ne s'y intéressaient pas beaucoup se sont trouvés confrontés à questionner leur habitat, à en voir les limites et à s'interroger sur ce que c'est d'habiter en tout cas. Et donc l'architecture pour moi a pris une dimension qui était déjà très importante, mais encore plus forte avec cette crise sanitaire. Et vous n'avez jamais eu trop de difficultés avec l'écriture, pour vivre de ce métier qui peut-être sort un petit peu des cases plus conventionnelles? C'est pas évident d'en vivre. J'ai jamais eu trop de difficultés parce que j'ai multiplié les canaux d'écriture, on va dire. C'est-à-dire que je suis journaliste en presse écrite, mais à côté je fais aussi des livres. Je peux aussi parfois aider des architectes à écrire des textes de concours. Donc comme c'est assez diversifié, j'ai jamais eu trop de difficultés à vivre de mon métier. Après, le métier de journaliste, c'est un métier qui est un peu difficile. La presse n'est pas en grande forme financière. Donc si je devais uniquement compter sur la presse écrite, peut-être que ce serait plus difficile. Mais depuis le départ, j'ai toujours eu plusieurs métiers dans mon métier. Donc non, j'ai pas eu de difficulté à en vivre. Vous avez différentes manières d'écrire. Est-ce que la presse écrite, c'est le même métier que l'édition d'ouvrages, ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des approches différentes lorsqu'il s'agit d'écrire un article de presse ou travailler sur un projet? Évidemment, on n'écrit pas du tout de la même manière et on ne conçoit pas les choses de la même manière. Si on accompagne des architectes sur un texte de concours dont l'objectif est de convaincre un jury et de gagner un concours, on est là pour mettre en mots la pensée de l'architecte, apporter son point de vue, mais on reste quand même en retrait par rapport à ce que l'architecte souhaite faire, souhaite transmettre au jury. Quand j'écris un article de presse, je l'écris en mon nom, je m'engage moi, je me positionne et j'ai aussi le devoir de transmettre de manière la plus juste les infos dont je dispose et que je restitue au lecteur. Donc c'est deux positionnements très différents. Après, les livres, c'est encore un autre sujet, puisque là, on est sur du temps long, c'est souvent des projets très personnels. Donc là, on s'engage différemment, dans le sens où
où évidemment quand on écrit un livre, on a envie qu'il trouve son public, mais le public est moins identifié que sur un magazine, et on le fait surtout, en tout cas on le fait de la manière dont on estime que ça va être le plus juste, mais c'est quand même un projet extrêmement personnel, plus personnel que de s'adresser à des lecteurs via des magazines de presse, je trouve. C'est ce que j'allais dire, les publics peuvent être différents en fonction de la personne à qui on s'adresse. Le lexique qui va être employé et puis le détail va être sûrement un peu différent. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que l'écriture journalistique, même si moi je pense que dans mon cas personnel, quand j'écris un livre ou quand je fais un article, je n'ai pas l'impression de changer fondamentalement de manière d'écrire. Même si après forcément les structures des articles sont différentes, que ce soit en presse ou en livre, mais j'ai pas l'impression vraiment de changer de façon d'écrire. En revanche, c'est vrai que quand on travaille avec des architectes en direct, on essaye quand même on est plus à leur service pour essayer d'exprimer au mieux leurs pensées. C'est vrai que les architectes ne sont pas toujours très à l'aise avec l'écriture. Et là, du coup, on se met, comme je vous disais tout à l'heure, on se met un peu plus en retrait pour essayer au mieux de traduire leurs pensées. Et traduire leurs pensées auprès d'un public qui n'est pas du tout un lecteur de presse, puisque c'est quelqu'un qu'il faut convaincre que c'est le meilleur projet et qu'il faut le faire gagner. Donc c'est vraiment complètement différent, quoi. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant de voir aussi, d'essayer d'imaginer quel est votre quotidien, par exemple. Mon quotidien, il a deux formes principales. Soit je suis derrière mon bureau, derrière mon ordinateur à écrire, sans bouger. Je plaisante, mais vraiment un travail très solitaire d'écriture. Voilà. Et la deuxième forme que mon travail peut prendre, c'est d'être sur le terrain, d'être en reportage. Et alors là, c'est l'inverse d'une journée d'écriture, c'est de parler avec les gens, d'interviewer des gens, de voyager, de visiter des bâtiments. Et pour résumer, c'est à peu près les deux formes que mon travail prend. Après, il y a aussi toute la partie d'échange avec les rédacteurs en chef des magazines ou rédactrices en chef des magazines pour lesquels je travaille, où j'ai la chance de travailler avec des gens très intéressants, très enrichissants, avec qui on n'est pas dans une relation de service, plus d'échange et d'enrichissement réciproque. Donc chaque article, c'est pas uniquement envoyer un texte, corriger les fautes et puis qu'il soit publié, c'est aussi beaucoup d'échanges en amont pour que l'article soit le mieux possible. Donc c'est aussi très intéressant, ces échanges. Oui, il doit y avoir une phase de collecte d'informations, j'imagine, et puis se tenir au courant de toute l'actualité systématiquement. Alors voilà, ça c'est effectivement peut-être le fil conducteur de toute ma pratique, c'est la veille en fait. La veille, mais qui n'est pas dire qu'elle est inconsciente, mais c'est vrai que naturellement je lis beaucoup de presse architecturale, sur les sites web, des nombreux canaux possibles. Et c'est vrai qu'on est en veille, je pense que je ne suis pas la seule, hein, quand tu es journaliste d'architecture, on est un peu en veille constante et toujours à l'écoute de ce qui se passe. Et une exposition, on est au pavillon Arsenal, une exposition ici que je vais venir visiter parce qu'elle m'intéresse, peut aussi m'amener d'autres sujets que j'ai envie de traiter. Il y a des canaux, des sources d'informations multiples, quoi, dans l'information, dans les livres, dans les expositions, dans ce qu'on entend. Les sources d'informations peuvent être trouvées un peu partout, en fait. Et alors maintenant, ce qui est un peu plus différent, les réseaux sociaux aussi ont pris une place assez importante dans l'architecture, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'ai commencé à travailler. Ça fait 20 ans que je travaille. Et maintenant, c'est devenu, à la fois, j'y passe trop de temps, mais je trouve ça quand même assez passionnant ce qui s'y passe. C'est vrai que c'est devenu une source d'information très très importante pour un journaliste, parce que beaucoup d'architectes vont publier des informations sur Instagram avant de les mettre sur leur site internet. Les infos, on les a avant ailleurs. C'est ça. C'est plus du tout la première source d'information. Quand je vais sur un site internet, c'est souvent pour trouver une adresse postale ou un contact presse pour demander des. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information, elle passe beaucoup par les réseaux sociaux, parce que de plus en plus d'architectes
d'architectes y sont, même ceux qui étaient plutôt réticents. Je pense qu'il y en a plus beaucoup qui les fuient, quoi. Ouais, et du coup, même pour vous, ça a dû changer votre manière de vous adresser aussi peut-être au public. Est-ce que ça a été une transformation majeure aussi dans votre manière de communiquer et de diffuser Alors pas vraiment, parce que moi j'ai écrit essentiellement en presse écrite, donc ça reste quand même la manière dont je m'adresse aux gens, c'est via l'écrit et via le papier. Après, d'un point de vue personnel, quand je fais un livre, par exemple, effectivement, de pouvoir en parler sur les réseaux sociaux, ça permet quand même de diffuser, juste d'informer ceux qui sont intéressés, hein, qu'on a écrit un livre, que voilà, donc c'est vrai que... Mais bon, je l'utilise moi vraiment avant tout comme une source d'information, enfin je les utilise vraiment avant tout comme des sources d'information, les réseaux sociaux. Mais pour les architectes, par contre, je pense que c'est un vrai sujet, enfin je sais même pas que je pense, c'est qu'on en parle avec les architectes et c'est vraiment un sujet qui émerge de savoir comment on se positionne. Sur ces réseaux sociaux qui sont, je pense, difficilement évitables aujourd'hui, quoi. Et justement, vu la place que prennent les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude par rapport à la presse écrite et à son... Je ne sais pas si dans le temps, ça a été toujours une presse qui a été aussi consultée, ou est-ce qu'il y a eu des périodes où c'était peut-être plus difficile que d'autres ? Je pense que bon, les réseaux sociaux, c'est pas ça qui va faire que la presse architecturale va mal se porter, mais de toute façon, il y a une crise de la presse écrite en général, pas forcément liée à l'architecture. Et c'est vrai que la difficulté par rapport à d'autres domaines, c'est que c'est assez difficile, je trouve, enfin, c'est mon sentiment, de montrer l'architecture en ligne, parce qu'il y a beaucoup de... Tous les journaux, les quotidiens ou les news magazines, c'est très facile enfin c'est très facile, je ne parle pas d'un point de vue économique, mais en tout cas transférer l'info sur le web, c'est assez simple. En archi, c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de passer d'un support écrit à un support web. Si il faut montrer des plans, enfin, ouais, c'est assez... Après, je pense qu'il y a encore beaucoup à inventer, et c'est vrai qu'en France, on n'est pas très en avance là-dessus. Je pense qu'il y a quand même des sites internet ou des magazines étrangers qui ont pris le pli du web plus rapidement en France. C'est encore un modèle qui reste, pour l'instant en France, de ce que je vois, je ne connais pas tout ce qui se passe, mais de ce que je vois des magazines, même y compris ceux pour lesquels je travaille, c'est souvent quand même en fait passer sur le web ce qu'on a écrit dans le papier, alors peut-être un peu plus long, mais je pense qu'il y a encore énormément de formats à inventer. Par la vidéo, par les podcasts, par le son. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à inventer. Je pense après, le problème, c'est que c'est toujours l'économie de tous ces nouveaux médias. Et comme la presse architecturale n'est pas... Je n'ai pas des chiffres à vous dire, mais je pense qu'elle ne se porte pas non plus extrêmement bien. Je ne sais pas si les étudiants achètent encore des magazines comme c'était le cas quand moi j'étais à l'école. Je pense que c'est plus le cas. Donc voilà, en tout cas, elle perdure. Elle perdure. Pour combien de temps, j'en sais rien. Mais si elle avait dû mourir, je pense qu'elle serait déjà morte. Oui, mais je pense qu'il y a aussi des formats en fonction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la personne à qui ça s'adresse. Si c'est des revues qui sont vraiment destinées aux professionnels, qui vont être vraiment très pointues et qui vont montrer les plans dans le détail, qui vont permettre de comprendre vraiment comment est construit le bâtiment, ou si c'est plutôt des revues de presse architecturale qui s'adressent à un public plus large et qui rentrent un peu moins dans le détail. Je pense on le voit avec les revues françaises, elles n'ont pas toutes le même public. Et c'est ce qui permet sûrement de les faire vivre et d'avoir des magazines qui continuent à rayonner. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'adresser vraiment à tout le monde à travers un support. Ouais, c'est très difficile, effectivement. Surtout, je pense que les revues d'architecture, autant il y a des magazines qui ont des publics extrêmement ciblés, autant les revues d'architecture, c'est vrai qu'elles s'adressent autant aux étudiants qu'aux jeunes architectes, aux architectes confirmés, qu'aux maîtres d'ouvrage, qu'aux bureaux d'études techniques. Donc ça c'est sûr. Mais après, je pense aussi que dans la plupart des magazines, on peut avoir chacun y puise ce qui l'intéresse. Certains vont
pas forcément regarder les plans et vont plutôt préférer lire des tribunes et des critiques. D'autres vont ausculter le plan à la loupe. Enfin, chacun, je pense, peut puiser ce qui l'intéresse. Quel est votre rêve? Mon rêve, construire ma propre maison et peut-être enfin une fois être architecte, utiliser mon diplôme une fois. Et est-ce que vous auriez un conseil à transmettre aux étudiants en architecture? Ce serait un peu présomptueux, mais c'est vrai que j'enseigne aussi assez régulièrement à l'école d'architecture de Nantes et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai été assez intéressée par votre podcast parce que je trouve que c'est le message à faire passer. Pour moi, c'est vraiment qu'il y a plein de métiers différents dans l'architecture et que ce sont des études tellement riches, tellement complètes, tellement protéiformes qu'elles peuvent mener à un grand nombre de métiers. Et le conseil que j'aurais à leur donner, c'est quand on a une conviction, même si ça peut sembler un peu hors des clous, si on est vraiment convaincu, il faut absolument y aller. Et en plus, je pense que plus il y aura d'architectes ailleurs que dans l'architecture pure, plus l'architecture s'en sortira, parce que plus il y aura d'architectes en maîtrise d'ouvrage, par exemple, plus la qualité architecturale sera accrue, de mon point de vue. Donc je pense que les architectes sont un peu utiles partout. En tout cas, la forme d'esprit que ça crée, ces études d'architecture, peut être mise à profit dans de nombreux domaines. Quelle est la place de l'enseignement, vous venez d'en parler à l'instant, dans votre pratique et la place de la transmission peut-être aussi pour vous? Elle est assez ponctuelle, c'est-à-dire que j'enseigne très ponctuellement, enfin régulièrement mais assez ponctuellement en séminaire. J'encadre des PFE, je participe à des jurys, donc ça reste récurrent mais ponctuel. Je trouve ça, il y a évidemment, j'essaye au mieux de leur transmettre mes connaissances et ce que je peux leur apporter, mais je trouve surtout que l'enseignement, c'est vraiment donnant-donnant et j'apprends aussi énormément des étudiants. C'est comme ça que je conçois l'enseignement. En tout cas, pour moi, c'est un réel échange et il y a la transmission, mais aussi la transmission dans les deux sens. Et vous l'avez cité aussi tout à l'heure, votre diplôme, parce que vous êtes allé jusqu'au bout. En effet, vous avez obtenu le diplôme DPLG, donc vous êtes allé vraiment jusqu'au bout du cursus. Aujourd'hui, les études d'architecture, elles sont structurées sous le format LMD avec 5 années, puis la HMONP. Construire, c'est quelque chose qui vous donnait envie un petit peu au moment où vous avez passé le diplôme, ou c'était du coup vraiment... Pas du tout, c'était déjà plus un sujet. Je me suis jamais vue, jamais imaginé construire. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'étais persuadée que mon avenir se jouerait ailleurs et qu'il y a plein de gens qui construisent très bien. Et non, c'est vrai que je me suis jamais projetée en maîtrise d'œuvre. De toute façon, je trouve qu'il faut une diversité de métiers aussi pour pouvoir répondre à tous les besoins qui tournent autour de l'architecture. Mais comme vous l'avez dit, les métiers de l'architecture sont quand même très divers. Et à travers ce podcast, on essaie d'en révéler un certain nombre. Est-ce que vous auriez un dernier conseil qui serait destiné cette fois-ci aux étudiants qui apprécient l'écriture, l'édition et qui aimeraient s'orienter vers ce milieu? Il n'y a pas de règle, je pense. Je pense qu'il faut surtout ne pas hésiter à frapper aux portes. Malgré le monde qui change, ça reste toujours la méthode la plus basique, mais la plus efficace de mon sens de s'adresser directement aux personnes qui potentiellement pourraient vous accompagner dans le choix d'un métier comme ça. Le stage, ça reste toujours, je pense, une bonne porte d'entrée. Mais ce que je pense, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de règle, mais qu'il y a vraiment, vraiment un besoin d'écriture dans le monde de l'architecture. Alors, pas forcément journaliste en presse, mais en tout cas, écrire sur l'architecture, on le ressent bien, les architectes sont assez demandeurs de regard extérieur sur leur travail, et puis effectivement, on est souvent le moins bien placé pour parler de ce qu'on fait. Donc c'est vrai que je pense que, je dis pas que c'est facile, je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup
pas beaucoup de... Enfin, pas tous les architectes qui sortent des écoles ne vont pas devenir journalistes en architecture, hein, ce serait illusoire de dire ça. Mais en revanche, je pense qu'il y a quand même de la place pour ceux que ça intéresse. Et le conseil, j'ai pas vraiment de conseil, c'est frapper aux portes et puis proposer des... Enfin, contacter des rédactions avec même des choses qu'on a déjà écrites, montrer ce qu'on est capable de faire et montrer qu'on a envie surtout. Merci beaucoup. Merci.